sous-titres. Sous-titres est créé par Dima Torzok. Sous-titres Tar créé par Dima Torzok. Sous-titres créé par Dima Torzok. Les amis d'Opé, nous vous souhaitons la bienvenue sur la chaîne Polyteka. Merci d'être avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de soutenir cette conversation avec votre like et votre abonnement à la chaîne. Léon Weinstein est en ligne avec nous aujourd'hui. Léon, bonjour, nous sommes ravis de vous voir. Bonjour, je suis heureux de votre invitation. Eh bien, Donald Trump a terminé son discours à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, dépassant le temps imparti de 45 minutes, non? Je rappelle que, selon la règle établie par le président de l'Assemblée générale, chaque dirigeant dispose d'une limite de 15 minutes. Quant à Donald Trump, son discours a duré près d'1 heure. Il dit que j'avais raison sur tout. Je prédis très bien les événements. J'ai même une casquette où il est écrit que Donald Trump avait raison sur tout. On dit que personne ne s'est autant vanté à la tribune de l'Organisation des Nations Unies que Donald Trump. Mais je veux vous parler de choses assez importantes que Donald Trump a abordées dans son discours. Tout d'abord, il a accusé l'Organisation des Nations Unies d'avoir détourné des milliards de dollars pour la rénovation du bâtiment du secrétariat, et il a qualifié ses activités d'inefficaces et de gaspilleuses. De telles déclarations ne sont pas faites pour la première fois. Dès son premier mandat, les États-Unis avaient gelé une partie du financement des structures internationales, les accusant de bureaucratie et de corruption. Quel message Donald Trump envoie-t-il et quelles conséquences pour l'organisation et l'ordre mondial? Eh bien, j'espère vraiment qu'ils vont la fermer, parce qu'elle est absolument inutile. Et ce n'est pas seulement maintenant, après le discours de Donald Trump, que je le dis, mais cela fait probablement 15 ans que je le répète, lors de différents forums et aussi sur Internet, sur ma propre chaîne. Pourquoi elle existe, personne ne le comprend, parce qu'en fait, je n'arrive même pas à imaginer ce qu'elle fait. Eh bien, par exemple, aucun des conflits qui ont eu lieu dans le monde, aujourd'hui. En théorie, elle est censée être créée pour résoudre les problèmes et, disons, faire en sorte d'éteindre les conflits. Elle n'a éteint aucun conflit. L'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Inde, le Pakistan, etc. Si elle n'a pas de moyen d'éteindre les conflits ni de levier, alors à quoi sert-elle? Si elle a des leviers mais ne fait rien, alors à quoi sert-elle? Et deuxièmement, imaginez que ces fameux casques bleus se placent quelque part au milieu entre l'Ukraine et la Russie. Seule la Russie avance, les autres fuient aussitôt, incapables. En dehors du fait qu'ils porteront symboliquement des casques bleus et qu'ils seront là quelque part, ils ne sont capables de retenir personne. Et ensuite, et enfin, mais probablement le plus important, c'est que les pays là-bas ne votent pas selon leur conscience, comme il est écrit dans la charte protéger, promouvoir, etc. Mais ils votent en fonction de leurs intérêts économiques et politiques. Là-bas, 57 États musulmans votent en bloc, disons. Pourquoi? Quoi qu'ils fassent, l'essentiel est qu'ils restent nos frères. De la même manière, en général, l'Occident agit. Et de la même façon, ce qu'on appelle le Sud a commencé à agir ainsi depuis longtemps. Les États qui essaient, comme on dit, de lécher quelqu'un pour établir certaines relations futures, votent comme le veulent leurs maîtres, enfin ceux qui le souhaitent. Voilà, par exemple, l'Ukraine. Elle a pris et a voté, voilà l'Ukraine, ce qu'elle veut libérer ses territoires, mais on lui dit non. Là-bas, il y a un ennemi puissant et nombreux, doté de nombreux canons, donc impossible de les chasser. Vous devez donc accepter de céder une partie du territoire à cet ennemi, qui y établira son propre État ou autre. Oui, eh bien, comment dire? L'Ukraine doit comprendre qu'Israël est dans une situation similaire, avec une partie de son territoire occupée et des attaques régulières depuis cette zone. Israël tente d'éliminer ces gens-là. L'Ukraine aussi, probablement avec tout le monde, ceux d'où elle attend argent et aide.
Pas parce qu'elle pense qu'Israël ne devrait pas le faire, mais à Israël, elle dit non, organise ton État sur ton propre territoire pour qu'on t'attaque. Donc pourquoi est-ce que je parle de l'Ukraine ? Ce n'est pas pour dire que l'Ukraine est mauvaise. C'est pour que vos spectateurs, vos auditeurs comprennent que même leur propre État n'agit pas du point de vue, disons, du bon sens. Depuis 1948, il y a eu une extermination continue des Juifs en Israël, des tentatives de conquête et des meurtres. Le slogan « de la rivière à la mer » signifie une seule chose. Si quelqu'un ne le sait pas, je vais le dire maintenant. Cela veut dire que nous allons exterminer tous les Juifs qui vivent entre la rivière et la mer. Voilà pourquoi vous voyez tout le monde, y compris le pays d'Ukraine, vote comme cela leur est avantageux et non pas selon leur conscience. Alors, à quoi bon voter si de toute façon on sait déjà à l'avance comment chacun va voter ? C'est intéressant, car aux États-Unis, ils ont toujours été le principal donateur et arbitre. Peut-on s'attendre à une révision même de l'architecture des institutions internationales, et peut-on affirmer qu'il s'agit de la dernière Assemblée générale ? Non, bien sûr, nous ne pouvons pas fuir la dernière Assemblée générale. Parce qu'il y a beaucoup de personnes trompées, ou plutôt des gens qui ne se sont pas penchés sérieusement sur la question, la plupart d'entre eux, je pense, croient qu'elle est quand même nécessaire pour une raison ou une autre, même si en réalité, elle ne fait que dévorer de l'argent, et c'est tout. Il n'y a jamais eu d'arbitre à l'Organisation des Nations Unies ou aux États-Unis, seulement quelques-uns de ce type. Si on parle d'arbitrage, la Russie a aussi le droit de veto. Voilà, encore un arbitre. Vous pouvez décider ce que vous voulez, et ensuite je dis non, et tout s'effondre. Quel est donc le sens de cette organisation ? Les négociations, en principe, ne peuvent se mener qu'en tête-à-tête. Parce que même si je négocie de la part de mon groupe avec vous, dans ce groupe, quand il y a très souvent des objectifs où des idées sont complètement opposées ou simplement divergents. Comment puis-je négocier au nom d'un groupe dont les membres ont des idées différentes, sur un sujet très précis ? Oui, réfléchissons ensemble à la façon de développer le gaz ici ou là. Mais sur des questions plus variées, non, chacun a ses propres idées. Chaque président pense que soit son pays, soit lui-même, sa famille et ses bandits avec qui il gouverne sont les plus importants. Et leurs intérêts, ce ne sont pas les intérêts de la planète ou des opprimés en fait, qui se soucient des opprimés. Qui entend parler de ce qui se passe au Darfour, qui entend parler de ce qui se passe en Afrique, combien de personnes y ont été massacrées sont. Personne n'est intéressé, alors arrêtons de faire semblant, c'est dégoûtant. Il y a aussi d'autres déclarations intéressantes sur le climat, etc. Nous en parlerons un peu plus tard, si nous avons le temps. Mais pour l'essentiel, Donald Trump a affirmé que les États-Unis sont prêts à imposer des droits de douane contre la Russie, mais que cela serait inefficace sans l'Europe. En principe, rien de nouveau, mais dans les conditions où de nombreux pays européens dépendent encore du gaz et du pétrole russe, dans quelle mesure est-il réaliste de s'attendre à ce que l'Union européenne prenne une telle mesure ? Pourquoi Donald Trump insiste-t-il à nouveau sur ce point, et peut-on dire que les États-Unis, ou plutôt Washington, transfèrent en fait la responsabilité de l'efficacité des sanctions à l'Europe ? Avant-hier, Ursula a déclaré que l'Union européenne n'achèterait plus de ressources énergétiques à la Russie et, en outre, n'achèterait pas non plus de ressources énergétiques qui ont été achetées à la Russie, puis transformées et revendues par l'Inde et la Chine, c'est-à-dire vers cette même Union européenne. Elle l'a dit, mais aucune décision n'a encore été prise. Voici ce que Trump vient de dire. Les gars, discutez, tant pis pour vous. Pourquoi me battre pour vous ? Oui, alors, si vous ne parlez pas, mettez votre argent là où est votre bouche. Et, excusez-moi, je traduis un proverbe de l'anglais. Et agissons ensemble, parce que je ne vais pas me battre pour vous tout seul, sinon je ne défendrai que mes propres intérêts. Si nous parlons d'intérêts globaux, faisons-le ensemble. Sous-titre. D'un autre côté, savez-vous quelle est la question ? Eh bien, qu'il parle avec Orban, car la Hongrie est justement l'un des principaux acheteurs de pétrole russe, donc il a de bonnes relations avec Orban. Autant que nous le sachions, il l'a lui-même déclaré à plusieurs reprises. Mais c'est une relation personnelle entre les présidents et le Premier ministre. Je pense que vous la caractérisez correctement. Quand Donald Trump dit « J'ai d'excellentes relations avec le dictateur nord-coréen », il ne veut pas dire ce que vous venez d'insinuer.
À une époque, j'ai dirigé une assez grande entreprise. En fait, j'ai dirigé de nombreuses entreprises, mais il y en avait une grande où, au total, 22 000 personnes travaillantes. Autrement dit, le chiffre d'affaires était important. Il fallait avoir de bons contacts dans les villes où se trouvaient les bases. C'était pour ainsi dire de l'importation. Donc il y avait le Japon, les États-Unis, l'Ukraine d'ailleurs, etc. Et nous transportions des marchandises, nous fabriquions certaines choses là-bas, nous reconditionnions, pour ainsi dire, tout un tas de choses. Donc si tu arrivais d'une manière ou d'une autre à te fâcher avec un fonctionnaire, alors même si tu lui apportais un pot de vin, de toute façon tu t'étais disputé avec lui. Pour pouvoir mener des négociations normales, tu devais être en bons termes dans de bonnes relations. Et tout le monde comprend, frère, que tu défends tes propres intérêts et lui les siens. Oui, tes intérêts, qu'ils soient ni personnels, liés à ton pays ou à ton ministère, peu importe. Donc, pour que tes négociations aboutissent, il faut créer l'apparence de bonnes relations. C'est exactement ce que fait Trump, qui a toujours eu affaire à des truands dans le secteur de l'immobilier. Les amis, écrivez votre avis dans les commentaires. Et Trump dit qu'il comptait sur une fin rapide de la guerre, étant donné, encore une fois, ses bonnes relations avec Poutine. Il a aussi rappelé que beaucoup penseraient que la Russie gagnerait en 3 jours. Comment interpréter une telle position et rhétorique ? Est-ce une reconnaissance de la sous-estimation de l'Ukraine, de sa résistance, ou bien aussi une reconnaissance de sa propre incapacité ? À mon avis, Doé, Trump a prouvé sa capacité d'agir, et c'est pourquoi votre dernière question m'a quelque peu surpris. Eh bien, regardons du côté de l'Azerbaïdjan et de l'Ukraine, regardons du côté du Congo, du Rwanda. Là-bas, 6 millions de personnes sont mortes, soit bien plus qu'en Ukraine, rendant la guerre plus grave là-bas. Et la situation où il a apaisé le conflit entre l'Inde et le Pakistan, c'est-à-dire sa capacité d'agir. Vous savez, quand une personne a gagné, disons, 20 combats, oui, et qu'un autre est encore en train de se battre, dire qu'il a prouvé son incapacité, c'est au minimum ridicule. La capacité d'agir de Trump est prouvée depuis longtemps, il n'a plus à le démontrer. La parole de Trump détruit des pays, par exemple, il a parlé du Canada, où ils ont commencé à s'en moquer. 2 provinces contre le Land quittent le Canada après avoir tout préparé et rejoignent les États-Unis. Au commencement, il y avait la parole. Celle de Bella Trump leur a permis de savoir dans quelle direction aller. Nous ne voulons pas de Canadiens libéraux dans notre union, mais nous accueillerons volontiers ces 2 provinces, qui sont les seules. Et ils gagnent de l'argent, et c'est pourquoi ils sont de droite, pas de gauche. Voilà pourquoi ils refusent le socialisme populaire, qui leur retirerait leur argent pour le redistribuer. Et maintenant, pour répondre à votre question principale. Donald Trump a dit « Oui, j'ai été réélu ». Je pensais que les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie étaient des personnes normales et réfléchies. Vous savez, Napoléon a aussi conquis des territoires et été détesté en Italie, tout comme Gengis Khan qui a massacré des villes entières. Autrement dit, toute la vie sur 6000 ans. Il fallait que Caïn prenne quelque chose à Abel, ou Abel à Caïn, et boum, un coup de pierre sur la tête et c'était fini. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé quand la Russie a attaqué l'Ukraine ou la Géorgie. Ça a commencé il y a 6000 ans, 5, 6, 5, 700, 90, je ne sais plus combien d'années exactement. Donc Donald Trump pensait qu'il y avait des gens pragmatiques des 2 côtés. Il a découvert que... C'est pourquoi il a décidé, les gars, je vais leur donner une opportunité incroyable de coopérer, au lieu de s'entretuer. Oui, bien sûr, il ne l'avait pas prévu. Il a fait exactement comme Schwarzenegger à son époque, il est venu et il est devenu gouverneur chez nous, en Californie. 2 ou 3 jours plus tard, on lui a demandé s'il y avait eu des surprises. Il a répondu « Oui, il y en a eu. » Une surprise. Je pensais que seuls les acteurs, musiciens et autres vipères étaient les concernés. Mais comparé aux politiciens, nous sommes des enfants. Voilà comment Arnold Schwarzenegger a sous-estimé le fait que, comparé aux politiciens, les acteurs sont des enfants. De la même manière, Donald Trump a sous-estimé que la direction russe comme la direction ukrainienne ont chacune leurs propres raisons de continuer la guerre. Yvonne, je vais revenir à votre analogie. Alors la question se pose, où est la difficulté si 20 combats ont déjà eu lieu et qu'il n'en reste qu'un en cours ? Comme le dit Trump, il a mis fin à 6 guerres, mais la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue encore. Où est le point d'achoppement ?
Les deux gouvernements ou directions refusent, pour leurs raisons respectives, de mettre fin à cette guerre et font tout pour qu'elle continue. Chaque pays pense avoir raison et agir ainsi. Par exemple, l'Ukraine veut non seulement chasser, elle veut, c'est évident, oui, mais elle pose comme condition à la fin de la guerre l'expulsion de la Russie de tout son territoire. Elle ne peut pas le faire elle-même et personne ne le fera à sa place. Donc en d'autres termes, et c'est une tâche absolument irréaliste. La Russie, de son côté, ne peut absolument pas avancer. Parce qu'il y a eu la brillante intervention de Zaloujny à Londres, un L expliquait ce qu'est la guerre d'aujourd'hui, comment elle a changé, voilà un D1 a expliqué très précisément pourquoi ni l'un ni l'autre pays ne peuvent avancer à ce stade, ni dans un sens ni dans l'autre. La Russie veut, pour mettre fin à la guerre, obtenir encore un morceau de terre qu'elle ne peut pas conquérir elle-même. Et qui va conquérir? Qui d'autre? Alors donnez-le-moi simplement, non? En d'autres termes, et les deux parties n'en sont pas encore arrivées à un état, à un point où elles diraient « Stop, arrêtons la guerre et décidons vraiment comment y mettre fin ». Je comprends parfaitement que maintenant, en m'écoutant, tout le monde pense que l'Ukraine a 100% raison et que la Russie a 100% tort, et d'autres, qui écoutent tant Russie, pensent le contraire. Oui, c'est comme ça. Dans le même temps, Donald Trump a qualifié la Chine et l'Inde de principaux sponsors de la guerre en raison de leurs achats de ressources énergétiques russes. Dans quelle mesure cette affirmation est-elle juste? Et peut-on y voir un signe d'une pression future de Washington sur Pékin et New Delhi? Et cela ne risque-t-il pas de provoquer une division encore plus grande entre l'Occident et les pays du Sud global? Eh bien, voyez-vous, nous avons tous commencé à répéter ces mots « Sud global », alors qu'il n'y a rien de global là-dedans. Global signifie général, complet, et ainsi de suite. De mon point de vue, il s'est produit une union incroyablement étrange des fournisseurs contre leurs propres consommateurs. Je suis tellement stupéfait que je crois encore à une sorte de canular. Dès que j'ai commencé à faire des affaires, la vie m'a appris, comme on dit, et la direction aussi, pour ainsi dire, m'a enseigné. Je n'ai pas longtemps travaillé à mon compte, ma gentille, mais j'ai travaillé pour autrui. Ensuite, il s'est avéré que pratiquement toute ma vie, j'ai inventé quelque chose, dirigé, organisé et travaillé. Et voilà, la vie m'a appris que ton plus grand asset, ton plus grand atout, ta plus grande richesse, c'est ton client. Ces dernières années, je me suis occupé du business des galeries. J'ai fourni des œuvres d'art à un certain nombre de galeries aux États-Unis d'Amérique. Et quand je demande à une galerie de me parler d'elle, la première chose qu'ils disent, c'est « Nous avons une liste de 5000 acheteurs et une autre de 30 000. » Peu importe où ils se trouvent, peu importe quoi que ce soit, une seule chose compte. Voici cette liste d'acheteurs fidèles à qui on peut s'adresser et dire quelque chose, ou bien qui viennent te voir une fois par mois sur le site web ou directement à la galerie. Vérifie. Et quoi de neuf? Ils prennent le thé avec toi pendant que tu leur racontes des histoires et les incites à revenir. Donc l'Inde est un fournisseur, il n'y a pas de marché là-bas, en Inde. Il y en a un, bien sûr, mais le marché, c'est 1,4 ou 1,5 milliard d'habitants comme 200 000 personnes en Europe. La Chine aussi compte 1,4 milliard de personnes, et les 3/4 de la population ne peuvent même pas s'acheter la semelle d'une botte italienne, pour ainsi dire. Et la Russie, qui est en gros une station-service, c'est-à-dire des pays sans marché, qui ne peuvent pas se retourner et dire « Ah, alors on va commencer à vendre à quelqu'un d'autre ». À qui vont-ils vendre? Et maintenant, les États-Unis et l'Union européenne vont dire « Allez vous faire voir ». Eh bien sûr, le Japon et la Corée du Sud feront la même chose. À qui vont-ils vendre et à qui allons-nous acheter? Nous avons de nombreux partenaires, même s'ils sont moins organisés. Et en 2, 3, 4 ans, nous allons complètement nous réorganiser avec des produits indiens, chinois et russes, et nous nous éloignerons d'eux. Que vont-ils faire? Ils s'effondreront 1 an après le début de notre réduction. Ils n'auront d'autre choix que de nous faire la guerre. Mais qui le ferait aujourd'hui? Peut-être que dans 20 ans la Chine y parviendra, mais pour l'instant c'est impossible. Nous en avons 800, ou peut-être qu'il en reste, 2 ou 800, je ne me souviens plus, 8 bases dans le monde, alors que la Chine en a 5. Comment pourraient-ils nous faire la guerre? Et ainsi de suite.
De plus, dès que nous les coupons des technologies, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde ne produisent de quantité de technologie sur leur propre territoire. Mais dès que leurs gens de Chine, d'Inde, de Russie viennent en Amérique, ils commencent, pour une raison mystérieuse, à produire de nouvelles technologies, d'une manière magique. Donc la situation, c'est la culture. Voilà, à l'intérieur de l'Amérique, la culture, appelez-la comme vous voulez, le climat est bon à l'intérieur de l'Amérique. C'est un lieu où les gens développent leur créativité. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais la créativité s'épanouit surtout en Israël et aux États-Unis. Il n'y en a pas d'autres. 1,4 milliard de personnes vivent en Inde. Combien d'entre eux en ont obtenu au cours des 20 dernières années ? Des prix Nobel en sciences, combien en Russie, vous comprenez ? Mais l'Amérique et Israël remportent tous les prix Nobel dans toutes les disciplines scientifiques. Quelque chose se passe avec la technologie. Dès qu'il y a une nouveauté, où fabrique-t-on les nouveaux téléphones ? C'est vrai, en Chine, ils les assemblent très bien parce que la main-d'œuvre y est au bon marché et qu'on peut les faire travailler 30 heures d'affilée. En Chine, ils ne diront même pas un mot. Ils seront contents, même s'ils sont exploités. Voilà. C'est pourquoi l'union d'une station-service avec un fournisseur contre ses propres clients, ça surprend. Belle analogie, Léon. En même temps, si l'on rassemble toutes ces déclarations et que l'on part des critiques précédemment évoquées envers l'Europe, des reproches adressés à la Chine et à l'Inde, ainsi que des allusions de Trump à sa propre capacité à mettre rapidement fin à la guerre, selon vous, comment la stratégie américaine va-t-elle se construire maintenant ? Puisque aujourd'hui, il y a eu une publication dans Reuters, elle était apparue plus tôt, mais elle est maintenant apparue dans les médias déjà traduites. Suite. À Kiev, l'espoir de nouvelles sanctions sévères des États-Unis contre la Russie diminue. Dans l'ensemble, il est nécessaire de revoir la stratégie et de se concentrer sur les forces internes. Voici comment les États-Unis d'Amérique vont agir dans ce contexte, sur quoi il faut s'appuyer maintenant et quelle stratégie il faut élaborer en Ukraine. L'Ukraine n'a pas d'aide, l'Ukraine n'a que des soutiens partiels. Compagnons de route. On ne peut pas qualifier l'Angleterre et l'Union européenne de compagnons de route. Lorsque la veille du départ pour la signature en 1922 de l'accord de paix, après le début de la guerre, le premier choc de stupéfaction en Russie, une stupéfaction totale du fait qu'ils aient été repoussés de Kiev, etc. Trois choses ont fonctionné. Donc la première chose, c'est la persévérance absolument fantastique du peuple ukrainien. La deuxième, c'est que Volodymyr Zelensky n'a pas fui. Comment ? Comme prévu par Joe Biden, qui a même envoyé un avion, la Russie s'y attendait également. Troisièmement, Donald Trump vous a fourni des javelins à l'époque. Voilà ces 3 points. Je sais qu'il y avait de nombreuses autres raisons, mais ces 3 principales ont stoppé la Russie. À ce moment-là, la Russie était tellement stupéfaite qu'elle était prête à signer. On peut dire qu'ils étaient très contraignants et horribles, mais l'Ukraine les a déjà acceptés 2 fois avec les accords de Minsk. Et la Russie était prête à abandonner ses exigences, les exigences d'avant-guerre, et à revenir à Minsk, avec des variations. D'ailleurs, ils étaient même prêts à fermer les yeux sur le fait qu'il y aurait, pour ainsi dire, une grande armée en Ukraine et ainsi de suite. Parce qu'avant, ils posaient cette condition, ils l'exigeaient. À ce moment, Boris Johnson arrive. Rahamia, votre compatriote, racontait tout cela en détail à Zelensky, puis il a essayé de dire que c'était fini, que tout était terminé. Excusez-moi, j'ai éternué, mon nez me démangeait. Je vous prie de m'excuser. Rahamia a tout raconté. Johnson l'a pratiquement confirmé. Il est venu pour dire, au nom de l'Union européenne et au nom de l'Amérique de Biden, continue la guerre, n'ose pas l'arrêter, nous allons t'aider, ne t'inquiète pas, tout ira très bien, nous allons vaincre les Russes, etc. Je ne vais pas détailler maintenant. Pourquoi cela a-t-il été fait ? Mais alors, excusez-moi, ce sont quels amis ? Oui, ce sont des amis, ils poursuivent simplement leurs propres objectifs. Et Joe Biden, qui savait pendant 4 mois d'affilée que la Russie allait attaquer l'Ukraine de 4 côtés. La date a été annoncée, le nombre de soldats aussi, il a dit 175 000, ils ont attaqué avec 155 000 ou quelque chose comme ça. Il a dit qu'ils ont attaqué de 4 directions, fin janvier ou début février, et c'est arrivé en février. La Bob avec un léger retard, je ne sais pas pourquoi. Donc, sachant tout cela pendant 4 mois, ni les États-Unis d'Amérique, ni l'Europe, ni l'OTAN n'ont rien fait. C'était pourtant si facile d'arrêter ça. Oui, si facile.
Fais entrer la 5e ou la 6e flotte par la Turquie, amène-les jusqu'aux côtes ukrainiennes, remets les missiles en Pologne qu'Obama avait retirés alors qu'ils y étaient avant, envoie 21 000 soldats de l'Organisation des Nations Unies pour un exercice conjoint avec l'Ukraine. Et qui va attaquer alors ? C'est-à-dire qu'ils ont d'abord laissé attaquer, puis ils ont donné autant d'armes que possible pour tenir un certain territoire. Mais alors, attaquer, sûrement pas, écraser les Russes, sûrement pas, chasser les Russes d'Ukraine, sûrement pas, pourquoi faire ? Pourquoi ? Est-ce que ce sont vraiment vos amis ukrainiens, des gaz aussi étranges ? Donc non, on ne peut compter sur personne, il faut compter seulement sur soi-même. Et si un jour ces lunettes roses, ou peu importe comment on les appelle, disparaissent, les Ukrainiens comprendront qu'ils sont seuls au monde. Et il faut partir uniquement de ses propres forces. Point, rien de plus. C'est alors que commencera la vraie politique et le mouvement vers l'arrêt et la fin de la guerre. Je vais vous poser une question sur l'Europe. Dans le reportage de Reuters, il est noté que l'Ukraine risque de perdre non seulement une partie de l'aide américaine, mais aussi le soutien de l'Europe. C'est précisément dans le contexte de votre remarque sur les compagnons de route. Selon vous, ce risque est-il élevé ? L'Union européenne peut-elle compenser une moindre implication américaine ? Ou bien, au sein de l'Europe aussi, une certaine lassitude et des divergences concernant la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine commencent-elles à apparaître ? Eh bien, le soutien militaire à l'Ukraine, examinons cela de près. Je ne veux pas débattre, juste que nous nous comprenions. Qu'est-ce que cela signifie ? Jusqu'à aujourd'hui, cela signifiait fournir à l'Ukraine suffisamment d'armes pour que la Russie ne puisse pas la conquérir trop rapidement. Eh bien, si on résume complètement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la Russie a beaucoup plus d'armes, ils ont plus de soldats, ils ont, pour ainsi dire, plus de capacités offensives, ils ont plus de ceci, plus de cela. Donc si l'Europe le voulait, elle ouvrirait ses réserves et les transmettrait à l'Ukraine. Et elle apprendrait, pour ainsi dire, et tout le reste, et elle lèverait toutes les restrictions. C'est très difficile de se battre. Tu montes sur le ring, boxeur, mais à une condition, la main droite attachée dans le dos. Et maintenant, partage, s'il te plaît, partage autant que tu veux. Tout ce que tu peux faire, c'est te défendre et parfois, timidement, risquer de tendre cette fameuse main gauche au visage de ton adversaire. Je ne connais pas les objectifs. Ils vendront, bien sûr, ils vendront. Au moment où cela leur sera avantageux, ils vendront tout de suite. La France sera la première à vendre. L'Allemagne a d'ailleurs ses propres idées à ce sujet. L'Allemagne a peur que l'Ukraine grandisse. Si tout se passe selon le scénario de Trump, c'est-à-dire qu'il y aura une frontière, une démarcation quelque part, ils en sont arrivés là. Ils ont planté des piquets, des soldats, quelque chose d'autre. Ils se sont entendus d'une certaine manière avec la Russie, que la Russie n'attaquera pas dans les 10 à 15 prochaines années. Comment ils se sont mis d'accord ? Encore une fois, je ne sais pas, donc je ne comprends pas ce qui se passe. L'Amérique a des droits, le droit du Seigneur, comme on dit, sur toutes sortes de ressources minérales. Cela ne veut pas dire que l'Amérique les a prises, simplement l'Amérique a ce droit. Le premier droit d'exploitation, d'accord. Ils ont commencé par y injecter des milliards, puis des dizaines de milliards de dollars. Ils y ont amené une armée privée et ont commencé à développer non seulement l'extraction des ressources, mais aussi la production directement sur place. Que se passe-t-il soudainement ? En Ukraine, qui se trouve au centre de 100 millions de personnes instruites, la Pologne, l'Ukraine, la Slovénie, la Slovaquie, les pays baltes et ainsi de suite, cela fait 100 millions de personnes instruites déjà formées. Capables, pas comme les papous de Nouvelle-Guinée, capables de réfléchir, de penser, de commercer, d'organiser et d'apprendre. Les gars ukrainiens qui font toutes sortes de programmations là-bas se sont parfaitement illustrés sur le marché mondial. C'est-à-dire que tout va très bien. Et voilà que soudainement, en Ukraine, un certain hub commence à se développer, ce qu'on appelle un endroit où tout se développe, de l'extraction des minéraux à leur transformation, jusqu'à la fabrication de produits en fini. Qui cela va-t-il toucher ? En premier lieu, l'Asie ? Rien de tout cela, cela touchera d'abord l'Allemagne et la France, et dans une certaine mesure le nord de l'Italie. Mais l'Italie est moins inquiète à ce sujet. Et l'Allemagne et la France feront tout leur possible pour vous entraîner, vous, l'Union européenne, pour vous donner 5, 10, 20 milliards d'euros et signer un accord avec vous.
sur le fait que vous ne ferez pas concurrence à la France et l'Allemagne. Vos dirigeants, qui empocheront directement le milliard, accepteront aussitôt et diront « Voyez comme il est formidable d'entrer dans l'Union européenne ». Mais en réalité, tout sera fait pour que vous ne deveniez pas des concurrents de ces pays. Autrement dit, c'est pour faire de vous un appendice. Des ressources naturelles, comme ils disent là-bas, des minéraux utiles, et pour que votre peuple aille travailler pour pas cher dans cette même France. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec les pays baltes. Ils les ont forcés à brûler leur flotte de pêche, parce que selon le traité, ils n'avaient donc plus le droit de pêcher commercialement. Eh bien, voilà ce que nos amis et d'autres semblables veulent que cela se produise. Léon, à vous, dernière question. De quoi ou de qui dépend la façon et le moment où la guerre prendra fin? Seulement d'une chose, du moment où, à quel instant, la société ukrainienne et donc sa direction. D'ailleurs, par où commencer, je ne sais pas. Comprendra vraiment la situation. Point. Les amis, écrivez votre réponse en commentaire, soutenez la discussion avec un like et abonnez-vous à notre projet et à celui de Léon. Léon Weinstein était l'invité. Merci Léon pour ton temps et tes réflexions. À bientôt sur nos projets. Au revoir.